merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Avec moi sur ce plateau, Guy Millière, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes géopolitologue et écrivain. On va parler dans quelques instants avec vous de la situation, notamment en Ukraine. Et Cyril Amar, merci à vous d'être avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse du Moyen-Orient. On va commencer tout de suite par jeter un coup d'œil à la une d'un journal syrien, Al-Watan, qui annonce la date des prochaines présidentielles dans le pays d'Assad. Oui, ça y est, c'est officiel. Le scrutin aura lieu le 3 juin prochain. Le président du Parlement syrien, ici, en une du journal pro-régime Al-Watan, donc l'a annoncé sans une certaine émotion. Nous sommes confiants, a-t-il dit. Oui, nous sommes confiants que le peuple syrien choisira celui qui mérite de diriger la Syrie et de la défendre. Un exemple de démocratie, Mohamed Al-Laham, qui a promis un scrutin libre et juste. À partir d'aujourd'hui, les prétendants pourront déposer leur candidature et ce jusqu'au 1er mai. Un tout petit délai donc, mais en même temps, les candidats ne se bousculent pas au portillon puisque, vous le savez, la nouvelle constitution permet en effet pour la première fois une élection pluraliste, mais les conditions requises rendent quasiment impossible toute autre candidature que celle de l'indéboulonnable Bachar al-Assad qui devrait à nouveau être candidat unique donc à sa propre succession. Et voilà, direction Israël à présent, où les quotidiens reviennent ce matin très largement sur la dissolution de l'autorité palestinienne envisagée par Ramallah en cas d'échec des pourparlers. Et oui, cette dissolution de l'autorité palestinienne, elle aura un prix. C'est le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien gratuit Israël Hayom, en écho à la réaction américaine, vous le savez, aux menaces de Ramallah. C'est qu'aux États-Unis, écrit le journal proche du pouvoir, on a moyennement apprécié ces menaces, si bien que le département d'État a même estimé qu'une telle mesure pourrait ou aurait de graves répercussions sur la nature des relations entre Washington et Ramallah. Les États-Unis qui pourraient même, selon le Yediot Ahronot ce matin, suspendre leur aide financière aux Palestiniens. Voilà, donc ça c'est pour le Yediot Ahronot. Toujours est-il que si les journaux israéliens se félicitent, Nathalie, de la réaction américaine, eh bien Israël prend cette fois-ci les menaces palestiniennes très au sérieux. C'est en tout cas ce qu'a confié un haut responsable israélien au journal de gauche Haaretz. Mais pas de panique, nous rassure de son côté la grande plume du Israël Hayom, Dan Margalit. Abbas ne peut tout simplement pas dissoudre l'autorité palestinienne. Si le raïs est tenté par le suicide politique, écrit Dan Margalit, eh bien sa famille politique et la jeune garde du Fatah n'ont aucunement l'intention de renoncer à l'héritage du pouvoir, un pouvoir qu'ils convoitent depuis des années. Alors la réaction américaine aurait-elle conduit les caciques du Fatah à revoir leur copie ? C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le quotidien en langue anglaise israélien, Jérusalem Post, qui cite des hauts responsables palestiniens. L'autorité palestinienne n'a jamais considéré une telle mesure. Tout ceci n'est qu'une invention israélienne, a confié au journal en langue anglaise le porte-parole du Fatah. Voilà donc pour le Fatah qui dément ces informations relayées depuis 2 jours donc par la presse israélienne. Et ben voilà, et on va continuer à parler du Fatah avec d'autres pourparlers cette fois qui semblent avancer, ceux que vont justement entamer le Fatah et le Hamas en vue d'une réconciliation. Et oui, et en une, vous allez le voir du journal Palestine, le journal qui paraît dans la bande de Gaza, le journal pro-Hamas. Donc, on y aperçoit Abou Marzouk, le chef adjoint du bureau politique du Hamas. Abou Marzouk qui pose ici aux côtés du premier ministre du Hamas, Ismail Haniyeh. Et il a fait le voyage, Abou Marzouk, depuis le Caire pour préparer une rencontre entre des représentants de son mouvement et des représentants de l'OLP. Des rencontres qui ont pour objectif de faire avancer la réconciliation donc entre le Fatah et le Hamas. Alors que les pourparlers avec Israël piétinent, écrit de son côté Tzvi Barel, le spécialiste du monde arabe du Haaretz, c'est bien la réconciliation intra-palestinienne, elle, avance une réconciliation qui aurait, selon le journal de gauche, obtenu la bénédiction des Égyptiens et des Saoudiens, 2 pays qui souhaitent que le Hamas opère un glissement vers le politique et abandonne définitivement son activité terroriste. Mais pour le Israël Hayom, ce rapprochement entre le Hamas et le Fatah, c'est tout simplement un moyen de faire pression sur Israël et sur les États-Unis. Un signal fort, si vous préférez, envoyé à l'État hébreu. En cas d'échec des pourparlers, la réconciliation nationale serait alors inévitable. Et puis, pour finir cette caricature que l'on doit au dessinateur du journal Palestine, le journal qui paraît dans la bande de Gaza, le journal du Hamas, à ce jeu de morpion entre la lutte armée et les pourparlers de paix, qui, du Hamas ou du Fatah, alignera la première ligne sur la grille? Réponse probable d'ici le 29 avril prochain. Et voilà, merci beaucoup Cyril. On vous retrouve d'ici moins d'1 heure, une séance de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi la revue de presse. Merci à vous.
Mardi 22 avril, on jette tout de suite un coup d'œil au titre de l'actualité de cette matinée. On le disait, on l'entendait dans cette revue de presse, dissoudre l'autorité palestinienne serait grave. Les États-Unis mettent en garde Mahmoud Abbas. Ce geste aurait de lourdes conséquences sur leurs relations. Le président Abbas qui a affirmé qu'il envisageait de dissoudre l'autorité palestinienne et d'annuler les accords d'Oslo, des décisions qui engendreraient la fin de la solution à deux États et qui rendraient Israël vulnérable à des procédures légales internationales sur ses politiques de développement des implantations. La présidentielle syrienne fixée au 3 juin prochain, scrutin qui devrait conduire à la réélection de Bachar al-Assad. Le résultat du scrutin n'aura aucune valeur ni crédibilité, a d'ores et déjà estimé le gouvernement britannique, tandis que Washington dénonce déjà une parodie de démocratie. En Ukraine, Washington rappelle à l'ordre Moscou et vice-versa. John Kerry a appelé hier la Russie à prendre des mesures concrètes pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Genève destiné à apaiser les tensions en Ukraine. En réponse, Sergei Lavrov demande aux États-Unis à œuvrer pour convaincre les autorités ukrainiennes à respecter leurs engagements. Dans le même temps, Joe Biden est arrivé à Kiev hier pour affirmer le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Reparler avec vous, Guy Milliard, de cette possible dissolution de l'autorité palestinienne, annulation également des accords d'Oslo. C'est en tout cas le drapeau rouge qui a été agité par l'autorité palestinienne. Alors, dans ce triumvirat, qui mène la danse? Les États-Unis, l'autorité palestinienne ou Israël? Actuellement, je dirais que l'autorité palestinienne essaye de mener la danse. Elle essaye de mener la danse parce que l'administration américaine est extrêmement faible. Elle s'est mise dans une position extrêmement délicate. Il est évident que John Kerry et Barack Obama voulaient mettre le gouvernement israélien en tort, s'appuyer sur l'autorité palestinienne. Ils n'ont pas réussi leur coup. Et je dirais que Mahmoud Abbas continue à jouer au poker avec des cartes qu'il n'a pas vraiment dans son jeu. Si jamais l'autorité palestinienne était dissoute, je dirais que ça ne créerait pas une situation, à mes yeux, dans laquelle Israël se trouverait mise en cause par les organisations internationales. Israël pourrait parfaitement dire effectivement les accords d'Oslo sont caducs, ils sont caducs depuis longtemps vu la façon dont se conduit l'autorité palestinienne, et d'autre part c'est à nous de poser des plaintes peut-être auprès des instances internationales, vu les incitations au terrorisme que ne cesse de mener l'autorité palestinienne tout en disant qu'elle veut la paix. Et donc si Israël va dans cette direction, je pense qu'Israël est en position de force fondamentalement. Je pense que l'autorité palestinienne et les Palestiniens ne veulent pas d'un État à côté d'Israël, ils n'en ont jamais voulu, et que c'est simplement un jeu de poker mental, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, actuellement, danger, actuellement, on est dans une situation où je pense que le jeu est de savoir qui pourra porter le chapeau des échecs des négociations. Et les Palestiniens voudraient que ce soit Israël. Israël ne veut pas se retrouver dans cette position. Et à mes yeux, Benjamin Netanyahou mène la danse d'une manière très très correcte. John Kerry ne veut pas non plus que ce soit lui. On est un peu dans cette situation. Alors, mais il n'y aura pas d'accord. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'État palestinien. Je pense que l'autorité palestinienne est très contente du statu quo, essaie d'en tirer un maximum d'avantages, et que c'est un chantage. Très pessimiste, hein. Non, non, je suis pas du tout pessimiste. Je pense que l'autorité palestinienne est une instance terroriste, c'est une instance profondément corrompue, et je pense que la meilleure solution va dans la direction de ce que Caroline Glick a pu proposer dans son dernier livre, c'est une solution à un État, mais qui ne serait pas la solution à un État proposé par Mahmoud Abbas, parce que si on regarde les chiffres démographiques, un État d'Israël qui irait du Jourdain à la Méditerranée serait un État dans lequel la population juive serait majoritaire, et ça permettrait de délivrer les populations arabes de Judée-Samarie de l'autorité palestinienne qui est une entité terroriste, fanatique et corrompue. Donc voilà pour les propos en tout cas de Caroline Glick, dont on connaît les opinions particulièrement orientées. On va revenir un instant sur votre position concernant l'administration américaine. Vous la qualifiez de faible, pourtant les experts louent cette force travail diplomatique qu'a fait John Kerry dans la région. À mes yeux, il n'a fait aucun travail diplomatique. Regardez la situation de la région, comparez-la à ce qu'elle était avant l'administration Obama. La région est dans un chaos assez généralisé.
L'Égypte a vu la chute de Moubarak, l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi et des frères musulmans, une déliquescence de la société, une tentative de reprise en main par Sisi, mais l'Égypte est dans une situation de désastre économique. L'Égypte a des attentats à une multitude d'endroits. Regardez la situation en Syrie, il y a 140 000 morts dans la guerre civile, elle est loin d'être finie. Regardez la situation en Irak. Le calme était revenu en Irak, il est complètement détruit. Toute la région est déstabilisée et dans le chaos. C'est l'un des résultats de l'administration Obama. L'administration Obama voulait une région plus sûre pour l'islam radical en pensant que ça allait permettre d'apaiser la situation, voulait faire céder Israël en ramenant Israël à ce que Abba Eban a appelé les frontières d'Auschwitz et voulait l'Iran en position de pouvoir hégémonique sur la région. On va continuer à parler de géopolitique dans quelques instants. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On va reparler de géopolitique dans quelques instants, avec notamment la situation en Ukraine. On va tout de suite faire le point en images, on y revient juste après. Bien sûr. Plus de mesures concrètes, c'est le souhait des diplomates américains pour l'Ukraine. Lundi, en début d'après-midi, le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev. Il devrait s'entretenir mardi avec le président par intérim de l'Ukraine, Oleksandr Turchinov. Lundi, John Kerry a demandé à Moscou d'appeler clairement à l'évacuation des bâtiments contrôlés par les pro-russes dans l'est ukrainien. Pour faciliter cette évacuation, Kiev prévoit une loi d'amnistie pour tous les activistes qui déposeraient les armes. Mais les nouvelles autorités locales pro-russes ne reconnaissent pas l'accord de Genève et ont même demandé à la Russie des troupes et des armes supplémentaires. La Russie et les États-Unis s'accusent mutuellement d'ingérence depuis l'accord signé jeudi à Genève. Cet accord prévoyait le désarmement de tous les groupes armés illégaux, mais a été sévèrement compromis par la fusillade de ce week-end à côté de Slaviansk. Alors voilà, on l'a vu, les États-Unis et la Russie qui se renvoient la balle dans cette crise ukrainienne. Est-ce que Poutine, il a les moyens, la Russie, elle a les moyens de sous-estimer la réaction des Occidentaux ? Je pense que la Russie a tout à fait ses moyens parce que qu'est-ce qu'il y a en face d'elle ? Il y a une Europe qui n'a aucun moyen militaire, une Europe qui est très largement dépendante de la Russie pour ses fournitures énergétiques et une Europe qui s'est engagée d'une manière un peu irresponsable en essayant d'attirer l'Ukraine vers elle sans en avoir vraiment les moyens. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça ? Il y a les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas non plus vraiment les moyens de réagir étant donné leur position générale dans la région, leur attitude vis-à-vis de l'Europe, leur attitude d'apaisement vis-à-vis de la Russie. Donc Poutine discerne parfaitement qu'il est en position de force et il utilise cette position de force pour gagner du terrain. Alors justement, de quels alliés pourrait disposer la Russie dans cette redistribution des cartes qu'on voit bien se former sous nos yeux ? Je dirais que la Russie essaye de s'appuyer sur une forme de cartel de dictature qui comprend la Chine et qui comprend vraisemblablement l'Iran. C'est les trois principaux piliers de ce cartel qui se met en place. Et ce cartel est, je le répète, en position de force actuellement. Je ne vois pas en quoi le monde occidental a les moyens de s'opposer à ce cartel. Le monde occidental, l'Europe occidentale, plus l'administration Obama, ont pratiqué une attitude d'apaisement vis-à-vis de l'Iran. On en voit les résultats d'apaisement vis-à-vis de la Russie. On se souvient du moment où Hillary Clinton a donné un petit bouton pour régler les relations avec la Russie. Je pense que son homologue russe s'est dit qu'il avait affaire à des idiots utiles et il les utilise comme des idiots utiles dans le contexte actuel. Donc ce qui se passe me paraît tout à fait logique. Donc prise de pouvoir diplomatique par la force de la part de Poutine. Non, utilisation de rapports de force. Poutine est quelqu'un qui est un machiavélien et qui comprend la force ou la faiblesse. Mais c'est pas quelqu'un qui comprend les négociations comme on peut les comprendre dans le monde occidental. Donc à partir de là, ce qui se passe est tout à fait logique. J'ai écrit 2 livres sur l'administration Obama, les 2 administrations Obama successives, et j'avais prévu tout ce qui se passe actuellement. Il ne me paraissait pas difficile de le prévoir. Il suffisait de savoir qui est Poutine et de comprendre qui est Barack Obama. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas bien quelle est la différence entre le rapport de force entre les États-Unis et la Russie et cette prise de pouvoir tout de même, et cette invasion notamment de l'Est de l'Ukraine, ou en tout cas de la partie criméenne par Poutine.
Si, tout à fait. À partir du moment où le monde occidental dit qu'il veut attirer l'Ukraine dans sa direction, mais sans avoir les moyens concrets de défendre l'Ukraine et sur un plan militaire, et sans avoir les moyens vraiment de financer le gouffre financier que serait l'Ukraine sans la Russie, eh bien, Poutine tire ses propres conclusions. Et ces conclusions sont, d'une part, j'annexe la Crimée, et d'autre part, les régions russophones de l'Ukraine sont des régions dans lesquelles je suscite, j'encourage des soulèvements, mais il suffit qu'ils les encouragent. La population sur place est très largement composée de russophones, orthodoxes, qui ne se sentent aucune relation avec le pouvoir qui est installé aujourd'hui à Kiev. Très rapidement, en un mot, Guy Millière, la diplomatie de 2014, c'est la diplomatie par les muscles ? C'est pas la diplomatie par les muscles, c'est une diplomatie qui, dès lors que la Pax Americana n'est plus vraiment en place parce que Obama l'a largement détériorée, est une diplomatie qui passe aux mains de régimes autocratiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes en Israël pour un cycle de conférences, notamment sur la géopolitique internationale. Merci d'avoir été sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant. On prend la direction des États-Unis. Je vous emmène à Boston où, un an après l'attentat, les coureurs se sont alignés pour honorer par leurs efforts les morts de 2013. Merci de nous rejoindre, c'est le Morning et vous êtes sur i24 News. On prend tout de suite la direction des États-Unis où l'on rejoint notre correspondant sur place, Gilles Clarenne. Gilles, bonjour. Juste avant de parler du marathon de Boston, on va parler de cette dissolution éventuelle de l'autorité palestinienne et cette première réaction des États-Unis. James Aki, la porte-parole du département d'État, qui a réagi à cette déclaration en affirmant qu'elle serait grave et lourde de conséquences. Oui, elle a déclaré également qu'étant donné que les États-Unis ont investi des millions de dollars pour ces négociations, eh bien, une telle dissolution, elle pourrait remettre en cause tout simplement l'aide apportée par les États-Unis pour les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Elle a également évoqué sur un ton plus positif les institutions palestiniennes pour souligner qu'aux yeux du département d'État, eh bien, ce n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens de voir ces institutions disparaître. Pour elle, la dissolution serait donc une étape dangereuse qui aurait de sérieuses conséquences, comme vous l'avez dit. Alors on revient à ce sujet du marathon, un marathon extrêmement populaire à Boston. Certains ont même décidé d'y participer symboliquement pour rendre hommage aux victimes. Oui, 36 000 participants, c'est donc 9 000 de plus que l'an dernier. Tout ça que selon les organisateurs, il y a eu énormément de demandes. Les gens de Boston veulent montrer qu'ils ne craignent pas un autre attentat. Ils veulent afficher leur soutien aux victimes et montrer surtout l'image d'une ville qui se relève. Je reviens de Boston et c'est vrai que même si certains habitants qui avaient participé en 2013 ont décidé cette année de ne pas recourir, tout simplement parce que c'était soit trop difficile physiquement, mais aussi émotionnellement suite à ce qu'ils avaient vécu l'an dernier. Mais d'un autre côté, il y avait beaucoup plus d'autres habitants de Boston qui avaient choisi au contraire de sortir leur basket pour la première fois, pour leur tout premier marathon. Et ce n'étaient pas forcément des grands sportifs. C'est ça, toujours the show must go on à l'américaine. On reparle justement de ce qui avait été qualifié de cauchemar à l'époque en 2013, à la même époque de ce marathon. Aujourd'hui, où en est l'enquête ? Alors, suite au double attentat, on avait appris que le FBI avait interrogé Tamerlan Tsarnaev, le plus âgé des deux frères, auteur de l'attentat. C'était 2 ans avant les événements de Boston et le FBI avait rapidement refermé le dossier, alors que, selon Moscou, le renseignement russe avait donné des alertes au FBI pour éviter ces attentats. D'après le New York Times, les Russes avaient informé le FBI que Tamerlan Tsarnaev était un adepte de l'islam radical, qu'il avait changé en 2010 au moment où il se préparait à partir à quitter les États-Unis pour rejoindre des groupes clandestins. Alors, l'inspection générale du renseignement américain a regardé tout cela de près et l'a enquêté pour savoir si les autorités auraient pu déjouer ces attentats sur base des éléments dont elle disposait. Et elle a conclu que les Russes n'avaient fourni que des informations
limitée et que ce n'est qu'après les attentats que les Russes ont partagé toutes ces informations avec le FBI. Par conséquent, elle conclut également que le FBI a agi de manière appropriée. Voilà donc pour la défense américaine. Le procès, lui, il aura lieu le 3 novembre prochain et les États-Unis ont requis la peine de mort pour Dzhokhar Tsarnaev. Alors voilà, il y a les deux versions, un côté américain et côté russe. Les Russes, qui vous l'avez dit, n'ont fourni que très peu d'informations sur les auteurs de cet attentat. On parle vraiment d'un broglio sécuritaire, hein. Oui, c'est ça, très peu d'informations et des informations surtout qui ont été données après. C'est en tout cas la version des faits côté américain, les informations qu'ils avaient à leur disposition au moment où ces bombes ont explosé ne le permettaient pas de désigner les frères Tsarnaev comme les auteurs de l'attentat. Merci beaucoup Gilles Clarenne pour cette correspondance donc, depuis les États-Unis. Mardi 22 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Dissoudre l'autorité palestinienne serait grave. Les États-Unis mettent en garde Mahmoud Abbas. Ce geste pourrait avoir de lourdes conséquences sur leurs relations. Le président Mahmoud Abbas qui a affirmé dimanche qu'il envisagerait de dissoudre l'autorité palestinienne et d'annuler les accords d'Oslo, des décisions qui engendreraient la fin de la solution à deux États et qui rendraient Israël vulnérable à des procédures légales internationales sur ses politiques de développement des implantations. La présidentielle syrienne fixée au 3 juin prochain, scrutin qui devrait conduire à la réélection de Bachar el-Assad. Le résultat du scrutin n'aura aucune valeur ni crédibilité, a d'ores et déjà estimé le gouvernement britannique. Washington dénonce une parodie de démocratie. En Ukraine, Washington rappelle à l'ordre Moscou et vice-versa. John Kerry a appelé hier la Russie à prendre des mesures concrètes pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Genève, destiné, vous le savez, à apaiser les tensions en Ukraine. En réponse, Sergei Lavrov demande aux États-Unis à œuvrer pour convaincre les autorités ukrainiennes à respecter leurs engagements. Dans le même temps, Joe Biden est arrivé à Kiev hier pour réaffirmer le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Sur ce plateau, Daniel Sibony, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes philosophe, écrivain, psychanalyste. On va parler avec vous, on va se tourner vers la Grande-Bretagne et ces dernières déclarations de David Cameron qui multiplie les allusions à une Grande-Bretagne chrétienne et à sa propre foi, politique et religion. Ça fait pas bon ménage. Vous savez, d'après ce qu'on m'a dit, il aurait déclaré qu'il était fier d'être chrétien. Il n'a pas dit qu'il était fier que la Grande-Bretagne soit chrétienne. Autrement dit, c'est une déclaration quasi personnelle. Mais dans le politiquement correct, ça résonne comme presque une insulte. Mais une insulte à qui ? Et pourquoi les médias alors ne retiennent qu'une partie de cette citation et déforment un tant soit peu les propos justement, parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de censure, vous savez, de censure concernant le fait que des pays d'Europe, et même l'Europe, rappellent son passé, rappellent des éléments identitaires. Il n'y a pas d'identité homogène de l'Europe, surtout pas d'identité européenne de l'Europe qu'on construit. Alors ça avait été le cas aussi avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est tabou en Europe ? Mais bien sûr, il faut que vous sachiez que dans certains quartiers, c'est pas tabou, mais c'est interdit de vendre des sapins de Noël. Parce que ça choque d'autres croyants. Mais pourquoi ? Parce que les sapins de Noël, c'est le christianisme et que les autres, c'est l'islam. Et ils sont choqués. Et de même, dans certains quartiers, on ne peut pas vendre du porc. Alors que les ménagères allaient acheter leur petite tranche de jambon, et parce que c'est une insulte. Alors justement, on est dans la polémique sociétale ou dans la polémique idéologique ? Mais vous savez, les deux se confondent. La sociétale, ça veut dire... Les gens ne se rendent pas compte que la société baigne dans une idéologie molle dans laquelle on s'auto-censure soi-même.
Et moi, j'ai tenté récemment de parler de mon livre qui analysait cette phobie de l'islam. Et je précisais que c'est l'establishment qui organise une phobie de l'islam, que les gens n'ont pas peur de l'islam, mais qu'ils s'organisent une phobie de parler, de dire des choses qui pourraient choquer l'islam. Et de ce fait, ça fait que des gens se replient sur leur identité, et ça vous donne des déclarations comme ça qu'on n'aurait pas entendues il y a 30 ans. Donc c'est un fait politique plus que sociétal. Politique, sociétal, idéologique se mêlent dans une espèce de passion identitaire dans laquelle il est de bon ton de censurer ce qui pourrait déplaire à l'autre, ce qui d'ailleurs enfonce l'autre dans son identité. Alors ça y est, vous avez lancé la phrase, l'autre, le mot. En tant que psychanalyste, justement, comment est-ce qu'on peut réparer ces faits-là ? C'est en parlant, justement, en n'acceptant pas la censure, en parlant. Moi, j'ai analysé dans mon livre « Islamophobie, culpabilité » le fait que cette censure, cette espèce de secret sur les fondements de l'islam, qui sont très violents envers l'autre, cette fois occidental, et juif, chrétien, etc., que c'est en parlant qu'on peut désamorcer. Or, on fait exactement le contraire. On organise le silence là-dessus. Ça donne... Alors, est-ce qu'il faut plus se rapprocher du modèle américain ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ? Parler, démocratiser, en fait, les habitudes, les coutumes de chacune de ces religions. C'est sûr que en Amérique, il y a nettement plus de liberté qu'en Europe. Je veux dire que les gens ne s'en rendent pas compte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une censure dont le nom même est censuré. Vous comprenez ? Alors qu'au XVIIIe siècle, la censure, on savait d'où elle venait. Voltaire écrivait pour tromper la censure, et puis ça marchait très bien. Là, c'est pas dit. Si vous dites que c'est censuré, on va vous rire au nez. Alors qu'en fait, il y a une vraie régression. Et cette phrase de ce ministre est typique de cette régression. Ça ramène d'ailleurs des gens à des formes de religion de plus en plus fermées, comme pour affirmer eux aussi leur héritage spirituel. Alors que si la parole est libre, si on peut parler sans tabou, sans s'imposer des tabous, sans avoir peur des réactions de l'autre, de ce qui fait problème entre les uns et les autres. D'être marginalisé, de perdre sa place, sans avoir peur de lever, de parler d'un secret de polichinelle, car le problème, c'est que tout le monde sait de quoi il s'agit. Vous comprenez ? Mais que en parler fait quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, je me disais l'autre jour que moi, je suis psychanalyste. Freud, vous savez, a dit le malaise de la civilisation, à son époque, c'était les frustrations sexuelles. Que la société demandait trop de sacrifices sexuels à ses membres. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Freud, c'est plus tout à fait vrai, mais qu'il y a une frustration de la parole. Ça veut dire que les gens sont frustrés de parler et frustrés de se nourrir d'une parole vraie, à part la soupe que leur servent les médias. Ce n'est pas une insulte aux médias, les médias font leur boulot, qui est d'entretenir la soupe quotidienne. Une question ce matin, Daniel Sibony. Certains ont qualifié la laïcité à la française, qui est un modèle unique en son genre, parfois de cache-misère, justement. Est-ce que c'est un truc tellement problématique. Je vais vous donner un exemple que je donne dans mon livre Islam. Un juge du tribunal de Lyon a acquitté un imam parce que l'imam avait dit qu'il fallait battre sa femme si on la soupçonnait d'infidélité. Et des gens ont attaqué. On dit c'est pas possible. Et le juge a acquitté l'imam en disant il ne faisait que commenter un texte sacré. De sorte que si un imam commente un texte où il est dit que les juifs et les chrétiens sont des pervers, par exemple, il ne fait que commenter. Vous imaginez
Et pourquoi on essaye sans cesse de mettre face à face de religion, de conceptualisation, finalement, au lieu de les faire se parler, de les faire s'entendre, de créer des ponts? Absolument, parce que il y a un état de fait. Si vous voulez, imaginez-vous, c'est des problèmes complexes, vous savez. Les musulmans eux-mêmes qui sont en Europe, ils veulent de l'Europe. Ils sont plus européens que les Européens, parce qu'ils en ont marre de vivre dans des pays musulmans. C'est pour ça qu'ils sont venus en Europe. Mais leurs enfants, eux, expriment le refoulé identitaire qui est une vindicte très violente envers l'Europe, vous comprenez? Et donc en classe, et moi j'ai connu une prof de banlieue qui me dit la moitié de la classe c'est des Arabes, l'autre moitié c'est des Noirs. Ils se tapent entre eux parce que les Arabes reprochent aux Noirs d'être les derniers venus à l'islam. Et les Noirs reprochent aux Arabes d'avoir fait la traite des Noirs. Donc c'est le manque de dialogue, attendez, c'est le manque de discussion. Et je lui dis, et toi? Elle me dit, et moi qu'est-ce que je fais? Me dit-elle. Je lui dis, tu enseignes l'histoire géo, qui est ton métier. Elle me dit, de quel droit? Et là, vous voyez une culpabilité, une rétention, une constipation de la texture européenne qui fait des dégâts ravageants. Il faut exister face à l'autre si on veut le respecter. Il faut décomplexer l'Europe. C'est ce que vous êtes en train de dire? Dans ses racines et dans son acceptation. C'est-à-dire que l'Europe, il faut aussi lui donner une petite excuse à l'Europe. L'Europe n'a eu à traiter d'identité collective que pendant la guerre, avec l'identité juive qu'elle a emmenée gentiment aux chambres à gaz. Donc, depuis, c'est la phobie de s'adresser à une identité collective. Donc on s'adresse à des individus. Donc quand un individu a eu une formation coranique, est allé en Afghanistan et vient, la police le suit mais ne l'arrête pas. Parce qu'on ne peut pas s'en prendre à lui en tant qu'il passe à l'acte un texte violent envers les autres, envers les Européens. Pareil aux États-Unis, voilà, on vient de le voir. On fera la psychanalyse de... Je voulais quand même signaler que mon dernier livre, qui est Fantasmes d'artistes sur l'art contemporain, est une leçon d'anti-identité. Je m'explique, l'art contemporain, il s'en fout des identités. Autant les religions... Voilà la réponse par l'art. L'art est une issue. Merci beaucoup, Daniel Sibouni, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous. Dissolution de l'autorité palestinienne, une grave erreur qui aurait de lourdes conséquences sur les relations avec les États-Unis. C'est en tout cas ce que rapporte Jen Psaki. On en parle dans un instant. Ravi de vous retrouver sur le plateau du Morning d'I24 News. On jette tout de suite un coup d'œil au titre de la presse du Moyen-Orient. C'est l'heure de la revue de presse. Elle est à nouveau présentée par Cyril Amaro. Bonjour, Cyril. Et on va jeter un coup d'œil à ce journal syrien Al-Watan qui annonce la date des prochaines élections, de la prochaine élection présidentielle dans le pays d'Assad. Et voilà, c'est officiel. Donc le scrutin aura lieu le 3 juin prochain. C'est ce que nous annonce donc le journal pro-régime Al-Watan. Et c'est le président du Parlement syrien, ici en une du journal pro-régime, qui l'annonce sans une certaine émotion. Nous sommes confiants, a-t-il dit, nous sommes confiants que le peuple syrien choisira celui qui mérite de diriger la Syrie et de la défendre. Voilà donc Mohamed Al-Laham qui a promis un scrutin libre et juste. À partir d'aujourd'hui, les prétendants pourront déposer leur candidature et ce jusqu'au 1er mai. Un tout petit délai, très court donc, mais en même temps, les candidats ne devraient pas être nombreux à se bousculer au portillon puisque la nouvelle constitution permet en effet pour la première fois une élection pluraliste, mais les conditions requises rendent quasiment impossible toute autre candidature que celle de l'indéboulonnable Bachar al-Assad qui devrait être à nouveau candidat unique donc à sa propre succession et ce pour les 7 prochaines années. Direction à présent Israël où les quotidiens reviennent ce matin très largement sur l'éventuelle dissolution de l'autorité palestinienne envisagée par Ramallah en cas d'échec des négociations. Voilà, la dissolution de l'autorité palestinienne, elle a un prix. C'est le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien gratuit Israël Hayom qui se fait l'écho de la réaction américaine aux menaces de Ramallah. C'est qu'aux États-Unis, écrit le journal proche du pouvoir, on a moyennement apprécié ces menaces, si bien que le département d'État a même estimé qu'une telle
mesure pourrait entraîner de graves répercussions sur la nature des relations entre Washington et Ramallah. Les États-Unis qui pourraient même suspendre leur aide financière aux Palestiniens. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Alors si les journaux israéliens se félicitent de la réaction américaine, Israël prendrait cette fois-ci très au sérieux les menaces palestiniennes de dissolution de l'autorité palestinienne. C'est en tout cas ce qu'a confié un haut responsable israélien au journal de gauche israélien Haaretz. Mais pas de panique, nous rassure la grande plume du journal Israël Hayom, Dan Margalit. Abbas ne peut tout simplement pas dissoudre l'autorité palestinienne. Si le Raïs est tenté par le suicide politique, écrit Dan Margalit, sa famille politique et la jeune garde du Fatah, eux, n'ont pas l'intention de renoncer à l'héritage du pouvoir, un pouvoir qu'ils convoitent depuis des années. Alors la réaction américaine aura-t-elle conduit les caciques du Fatah à revoir leur copie ? C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le quotidien israélien en langue anglaise de Jérusalem Post, qui cite des hauts responsables palestiniens. L'autorité palestinienne, nous dit ses responsables, n'a jamais considéré une telle mesure. Tout ceci n'est que pure invention israélienne, a confié donc au Jérusalem Post un responsable du Fatah. Et voilà, et alors que les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont dans l'impasse, d'autres pourparlers semblent, eux, avancer. On se tourne à présent vers le Hamas et le Fatah qui ont envie de plus de réconciliation, de plus de discussion en tout cas. Et voilà, en tout cas, c'est ce que j'apprends ce matin à la lecture du journal Palestine, un journal pro-Hamas qui paraît dans la bande de Gaza et qui met à l'honneur ce matin la visite d'Abou Marzouk. Abou Marzouk, c'est le chef adjoint du bureau politique du Hamas. Il nous arrive tout droit du Caire et il pose ici aux côtés du Premier ministre du Hamas, Ismail Haniyeh. Alors Abou Marzouk, nous dit le journal, fait le voyage depuis le Caire pour préparer une rencontre entre des représentants du mouvement islamiste palestinien et de l'OLP pour faire avancer donc la réconciliation. Une réconciliation qui avance bien selon Zvi Barel, c'est le spécialiste du monde arabe du journal Haaretz, alors que les pourparlers avec Israël, eux, piétinent, nous dit Zvi Barel. Et c'est une réconciliation qui aurait même obtenu la bénédiction de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, deux pays qui souhaitent que le Hamas opère définitivement un glissement vers le politique et abandonne toute activité terroriste. Merci Cyril pour cette revue de presse. Vous restez avec nous sur les plateaux. Mardi 22 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Et on vient d'en parler, cette possible dissolution de l'autorité palestinienne qui serait grave. Les États-Unis mettent en garde Mahmoud Abbas. Ce geste pourrait avoir de lourdes conséquences sur leurs relations. Abbas qui a affirmé dimanche qu'il envisageait de dissoudre l'autorité palestinienne et d'annuler les accords d'Oslo, des décisions qui engendreraient la fin de la solution à deux États et qui rendraient Israël vulnérable à des procédures légales internationales sur ses politiques de développement des implantations. La présidentielle syrienne est fixée au 3 juin prochain. Un scrutin qui devrait conduire à la réélection de Bachar el-Assad. Le résultat du scrutin n'aura aucune valeur ni crédibilité, a d'ores et déjà estimé le gouvernement britannique, tandis que Washington dénonce une parodie de démocratie. En Ukraine, Washington rappelle à l'ordre Moscou et vice-versa. John Kerry a appelé hier la Russie à prendre des mesures concrètes pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Genève destiné à apaiser les tensions. En réponse, Sergei Lavrov demande aux États-Unis d'œuvrer pour convaincre les autorités ukrainiennes à respecter leurs engagements. Dans le même temps, Joe Biden est arrivé à Kiev pour réaffirmer le soutien des États-Unis à l'Ukraine. On va parler à présent, Cyril nous le mentionnait dans sa revue de presse, de ce rapprochement entre le Fatah et le Hamas. Les dirigeants des deux organisations se rencontrent, on fait le point en images. Abou Marzouk est le responsable des affaires externes du Hamas. Exilé en Égypte, il est venu à Gaza où il a été reçu par le premier ministre du Hamas, Ismail Haniyeh. Les deux hommes préparent une future rencontre avec l'OLP qui aura peut-être lieu mardi. C'est un pas de plus vers la réconciliation entre les deux territoires palestiniens. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont extrêmement divisées depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas. Les habitants des territoires, eux, se disent les premières victimes de ces divisions.
Il y a eu des pressions sur les deux gouvernements, celui de Gaza et celui de Cisjordanie, des pressions venant du peuple et de l'échec des négociations avec Israël. La seule solution, vous savez, c'est de mettre fin aux divisions palestiniennes pour soulager les citoyens de Gaza et ceux de la Cisjordanie. Au programme de cette rencontre exceptionnelle entre Hamas et OLP, des discussions pour la mise en place d'un gouvernement de consensus national et la tenue d'élections. Ces pourparlers interpalestiniens peuvent influer dans les négociations avec Israël. Elles sont pour l'instant au point mort, mais elles pourraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Voilà donc pour le point sur ces négociations. Par à présent à Jérusalem où l'on retrouve notre correspondant sur place, Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Alors on va revenir sur ces célébrations. C'est une humeur de fête à Jérusalem pour les célébrations de la fin de la Pâque juive. Écoutez, la Mimouna est une fête qui s'est imposée en Israël il y a de cela plusieurs années. On pourrait appeler ça l'after party après la fête de Pessah, les 8 jours de la fête de Pessah. Dans quelques heures, derrière moi, dans ce parc Saker, qui est l'un des poumons verts de Jérusalem, on devrait retrouver des milliers d'originaires d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc, qui ont imposé dans le calendrier moderne de l'État d'Israël cette fête de la Mimouna, qui vont célébrer cette fête en organisant par exemple des barbecues, mais c'est une fête aussi très familiale au cours de laquelle on s'invite dans les foyers, et puis surtout une fête où l'on consomme pour la première fois après 8 jours de consommation de matzah, c'est-à-dire du pain qui n'est pas de la galette qui azim qui n'est pas levée. Eh bien on va consommer une moufleta, une crêpe qui est bien riche en calories, ce qui change de la fête de Pessah. C'est donc une célébration très haute en couleurs et très populaire en Israël. Très haute en couleurs et en calories, vous avez mis l'eau à la bouche de nos téléspectateurs, Daniel. On continue justement en parlant de fête. C'est plutôt la fête avant la tempête politique, en tout cas, avec cet enjeu concernant la libération des prisonniers palestiniens. Oui, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de tempête. C'est vrai que la Mimouna est aussi l'occasion pour les responsables politiques de s'exprimer et de reprendre une vie politique quelconque après la trêve pascale. Eh bien, quelque part, effectivement, dès hier, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est exprimé. Il a pris position à propos justement de ce dont vous parliez il y a quelques instants, de la volonté de l'autorité palestinienne de s'autodissoudre. Il a dit que les Palestiniens qui menaçaient hier d'autodissoudre l'autorité palestinienne, aujourd'hui négocient une réconciliation avec le Hamas, que les Palestiniens nous fassent signe lorsqu'ils seront prêts à une paix véritable. La Mimouna, c'est aussi un symbole de paix, a dit le Premier ministre. Et il y a d'autres déclarations, mais effectivement, on va essayer de voir si les menaces de Naftali Bennett, l'aile droite du gouvernement israélien, avant la fête de Pessah, de quitter le gouvernement, s'il devait y avoir la libération de prisonniers arabes israéliens, comme cela devait être fait le 29 mars dernier, si ces menaces vont être concrétisées. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que la période de Pessah a permis de calmer quelque peu les esprits et que l'on va trouver un compromis avec Naftali Bennett pour que Naftali Bennett puisse rester au gouvernement dans l'hypothèse où les négociations continueraient après le 29 avril et l'on trouverait un compromis avec les Palestiniens qui permette d'abord la libération donc de ces prisonniers et par la suite donc la poursuite des négociations au moins pendant 9 mois. Alors justement, on va reparler du gouvernement de coalition, du rôle de Naftali Bennett. Daniel Haïk, je vous propose juste de faire un intermède avec Cyril, qui justement, Cyril, ce matin, vous avez vu une affiche qui a retenu toute votre attention au sujet justement de ces prisonniers. Oui, parce que pour rebondir sur ce que disait Daniel, le problème de Benyamin Netanyahou, c'est pas seulement l'aile droite de sa coalition, c'est également l'aile droite de son propre parti. Ce matin, à ma grande surprise, dans les colonnes du Israël, c'est un journal que l'on sait très proche de Benyamin Netanyahou, très proche du Likoud, eh bien, j'ai aperçu cette campagne publicitaire, si je puis dire, lancée par Sylvan Shalom et Limor Livnat, deux éminents ministres du Likoud. Le premier est ministre de l'énergie et de l'eau, l'autre est ministre de la culture et des sports, et sous le slogan qui ne dit mot libère. Donc c'est un appel, un appel de deux ministres
à leurs collègues au sein du cabinet ministériel à s'opposer au prochain marché qui prévoit justement la libération de plusieurs prisonniers palestiniens ou arabes israéliens. Donc le casse-tête chinois, il est là pour Benyamin Netanyahou. C'est pas seulement les partenaires les plus radicaux de sa coalition qui lui posent problème, mais également à l'intérieur même de son propre parti, le Likoud. On se rappelle aussi de Dani Danon, qui est vice-ministre de la Défense, qui a menacé de démissionner si un accord était trouvé sur la libération des prisonniers. Alors justement, merci Cyril. Daniel, vous l'avez entendu, est-ce que cette politique menée par Mahmoud Abbas, cette pression menée par Mahmoud Abbas, elle n'a pas fait le jeu finalement de Benyamin Netanyahou ? Oui, d'une certaine manière, les pressions et les déclarations de Mahmoud Abbas, en particulier celles concernant la dissolution éventuelle de l'autorité palestinienne, font le jeu de Benyamin Netanyahou. On voit que les Américains prennent position en faveur d'Israël, si l'on peut dire, puisqu'ils critiquent ces propos de Mahmoud Abbas. Et l'on sait également, côté israélien, que cette décision d'autodissoudre l'autorité palestinienne pourrait coûter beaucoup plus cher aux Palestiniens qu'à l'État d'Israël. Alors, on n'y croit pas vraiment. Il y a eu déjà, au cours des dernières années, des menaces de la part de Mahmoud Abbas en ce sens. On ne croit pas vraiment que ce problème puisse aller jusqu'au bout, aboutir jusqu'à la dissolution de l'autorité palestinienne. Ce que l'on craint, c'est que finalement, s'il n'y a pas de reprise des négociations avec les Palestiniens après le 29 avril, eh bien, que l'aile gauche du gouvernement de Benyamin Netanyahou, je parle en particulier du parti Atnoua, de Tzipi Livni, eh bien, menace eux aussi de quitter le gouvernement, quittent le gouvernement dans la mesure où, eh bien, Tzipi Livni, pour elle, la raison d'être de sa présence au sein du gouvernement, eh bien, c'était les négociations, et cela pourrait donc aussi affaiblir le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Donc il y a effectivement un véritable casse-tête pour le Premier ministre, d'un côté, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite de sa coalition gouvernementale. Un casse-tête dont on suivra les soubresauts. Merci Daniel en direct de Jérusalem. Merci à vous. On part tout de suite pour l'Égypte où, vous le savez, la campagne électorale est lancée. La présidentielle, c'est dans 2 semaines avec 2 candidats seulement pour ce scrutin. Abdel Fattah al-Sisi d'un côté, Hamdine Sabahi de l'autre. Retour à l'ordre d'un côté, élan révolutionnaire de l'autre. Portrait en images. C'est une lourde tâche qui attend Hamid Sabahi. Ce leader de la gauche égyptienne sera l'unique adversaire d'Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle du 27 mai prochain. Aucun autre candidat n'a déposé sa candidature face au très populaire ex-chef des armées. Nous gagnerons avec la bénédiction de Dieu, la volonté de notre peuple, les efforts de la jeunesse, la bénédiction de nos martyrs et de nos blessés, et notre rêve noble d'une Égypte que nous méritons. Mais si ses chances de l'emporter sont minces, Hamdine Sabahi bénéficie toutefois d'une certaine popularité. Emprisonné plusieurs fois sous Hosni Moubarak, il a été l'un des fers de lance de la révolution égyptienne. Considéré comme un symbole de liberté, il était même arrivé en 3e position lors de l'élection de 2012. Pour de nombreux Égyptiens, la candidature d'Hamdine Sabahi pourrait donc empêcher que le scrutin ne se transforme en plébiscite d'Abdel Fattah al-Sisi. Ils craignent notamment que l'ancien chef des armées ne ramène le pays à un régime despotique. Le peuple donnera un exemple démocratique à travers cette élection pour poursuivre le testament de la place Tahrir dans les urnes. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, la répression de l'opposition ne cesse de se renforcer en Égypte, qu'elle soit islamiste ou laïque. On dénombre déjà près de 1500 manifestants pro-Morsi tués et des centaines de condamnés à mort après des procès expéditifs. Voilà, donc héritage ou pas de la place Tahrir votée dans les urnes. Ce sera donc dans 2 semaines en Égypte. Et on va en reparler dans notre revue du web d'ici quelques instants. Ce sera Rudy Saada qui viendra nous proposer les réactions sur la toile à ce lancement de la campagne électorale. À suivre également dans notre morning, on parlera d'optimisation de l'espace avec Yohan Waki, machine à laver murale, ville à la verticale ou encore voiture pliante. Restez avec nous, on vous dit tout dans un instant. Vous êtes sur i24 News, c'est le morning avec moi sur ce plateau Rudy Saada. Bonjour. Bonjour Nathalie. Rudy. Et vous Yohan Waki, bonjour. Merci de nous avoir rejoints tous les deux. On va commencer tout de suite par la revue du web. On en a parlé
parler, on en reparle avec vous, Rudy, ce matin. La campagne présidentielle qui est lancée en Égypte et sur Internet aussi. Oui, c'est désormais officiel. Le général Al-Sisi, qui s'était déclaré le 26 mars dernier, a désormais un concurrent direct, Hamdine Sabahi, 59 ans plutôt, et homme politique de gauche. Beaucoup sur le net soupçonnent Al-Sisi de verrouiller ses élections et Hamdine Sabahi de n'être finalement qu'un faire-valoir. Alors sur le net égyptien, il y a des réactions surtout venant des partisans des frères musulmans moins actifs depuis quelques mois, car tout simplement interdits, mais qui continuent de protester contre ce qu'ils jugent être un coup d'État militaire. Par exemple, regardez cette caricature qui résume bien l'atmosphère de ces élections à venir. On voit Al-Sisi poussé par les bras des États-Unis, de l'Union européenne et d'Israël, et face à lui, c'est Hamdine Sabahi annonçant sa candidature, et il est représenté en âne. Alors cette image est accompagnée du hashtag en arabe Élisée le souteneur. Le souteneur, c'est Al-Sisi qui, selon les frères musulmans, n'est que le pantin donc des Occidentaux et d'Israël. Et les partisans du président déchu, Morsi, continuent de crier au coup d'État et au viol démocratique. Rappelons que les frères musulmans, je vous l'ai dit, sont désormais interdit en Égypte et donc un petit peu moins actif sur le net. Alors Hamdine Sabahi, justement, il est présent sur la toile en Égypte? Alors pour l'instant, avec l'annonce de sa candidature, il a lancé un arsenal internet qui a été donc mis en place, compte officiel, site officiel, compte Instagram, mais aussi donc compte Twitter que vous êtes en train de voir. Le design est très très soigné, une campagne à l'occidental. Sabahi se définit comme l'homme du peuple. Il s'était présenté en 2012, il avait créé la surprise en arrivant donc à la 3e place. Alors pour certains internautes spécialistes de la question comme Mohamed Belabbas, Sisi contre Sabahi, c'est le loup contre l'agneau. Et voilà, on a souvent parlé de cet élan révolutionnaire contre cette proposition de Sisi de ramener et rétablir l'ordre, mais en sous-jacent plein d'autres questions. On va partir à présent au Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et cette polémique autour de David Cameron et de ses propos. Oui, on en a parlé alors que la tradition en Angleterre est de soigneusement éviter pour les chefs d'État de parler de sa propre foi. David Cameron a donc évoqué le sujet à 2 reprises dans un article au Church Times, mais aussi dans son message de Pâques qui a été diffusé et beaucoup vu sur YouTube. On en regarde un petit extrait. Easter is not just a time for Christians across our country to reflect, but a time for our whole country to reflect on what Christianity brings to Britain. Et il n'en fallait pas moins donc pour créer la polémique également sur Internet où David Cameron est devenu Cameron Jesus, un hashtag qui fait un malheur et qui est à l'origine de beaucoup de détournements comme vous êtes en train de le voir. Alors certains même imaginent ce que pourraient donner les prochains sommets diplomatiques américano-britanniques. Et cela dit, certains soutiennent cette sortie et trouvent la polémique injustifiée, comme Antoine Renard en France qui pense que les élites s'offusquent de ce qui est tout simplement évident. Alors que certains, comme Guillaume, se demandent si Cameron est touché par la grâce ou s'il drague l'électorat chrétien pour se faire pardonner du récent vote du mariage gay. Ça, on l'a beaucoup lu sur la toile, cette ambiguïté-là. On va terminer, Rudy, avec un mash-up des films cultes. Oui, alors c'est une séquence que je dédie à Virginie Khalifa. C'est un mash-up. Un mash-up, c'est quoi? Vous mélangez deux sources artistiques différentes. Et alors là, l'équipe de What's the Mash-up a réussi un tour de force en mélangeant donc 2 films cultes. Titanic d'un côté avec le son des bronzés de l'autre. Vous avez l'impression que ça n'a absolument aucun rapport et pourtant ça marche très bien. C'est hilarant, ça a fait le tour du web ce week-end. Je vous propose de regarder un petit extrait. Bienvenue à Ganasminda, je m'appelle Marcus et je suis le chef de village. Alors, Guylaine, pendant le trajet, vous a donné à chacun d'entre vous la meilleure des cases. On se retrouve demain matin à partir de 7h pour le petit déjeuner. Et maintenant, bonne nuit à tous. Salut Jérôme. Salut. Vous avez amené le soleil? Vous avez amené le soleil. T'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Et non, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise. Moi non plus, j'ai pas retrouvé ma femme. Moi, j'ai pas retrouvé ma valise, moi. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs que sanitaire. Bon, c'est pas grave, on va vous arranger ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi ça va. Dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps.
comme j'ai paumé mes bagages. Ah ouais, très drôle. Ah oui, en effet, c'est Ouais, ça marche. Hein. Ça marche très bien. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir été avec nous ce matin. Ça va être difficile à présent d'assurer la transition. On ne va pas en faire et on va parler de ces enfants qui ont rejoué un opéra tristement célèbre, le Brundibar Opéra, il y a 70 ans. Dans le ghetto de Theresienstadt, il avait été joué par d'autres enfants. Maël Benoliel a assisté à la répétition. C'est un opéra pour enfants écrit en 1938 et joué pour la première fois en septembre 1943 par les enfants déportés du camp de concentration de Térésine. Presque 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, il revient à la vie en Israël. L'opéra Brundibar a été écrit par Adolf Hofmeister et Hans Krasa. Il raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui triomphent du mal et de la tyrannie grâce à un esprit de camaraderie et une solidarité à toute épreuve. Un testament sur la capacité de résistance de l'esprit humain et une preuve que l'art transcendra toujours le temps et l'espace. Cette histoire peut nous donner l'opportunité de rencontrer des survivants de l'Holocauste et d'apprendre de leurs expériences, mais c'est aussi apprendre grâce à la musique, l'art, la comédie et la poésie. Une initiative à mettre au compte de l'école internationale américaine d'Even Yehuda, une ville située au nord de Tel Aviv. Nous sommes très fiers de voir que l'école internationale américaine en Israël est un partenaire dans le devoir de mémoire de ceux qui ont enduré l'Holocauste et qui l'ont survécu. C'est une opportunité spéciale pour nous de partager cette mémoire et d'honorer ceux qui ont vécu cette expérience. En septembre 1944, après 55 représentations, l'opéra a été joué une dernière fois devant une délégation de la Croix-Rouge venue inspecter le camp de Térésine après des rumeurs de génocide par les nazis. 2 semaines plus tard, la plupart des artistes du camp, tout comme les enfants de l'opéra, furent déportés à Auschwitz et gazés. Et là y était et a survécu à cette tragédie. C'est un grand jour pour moi parce que j'étais une des enfants de l'opéra Brundibar de Térésine. J'avais le rôle du chat pendant les 55 représentations. Et je suis restée dans le même camp pendant 3 ans et demi. Un rôle repris aujourd'hui par Margarita. C'est une expérience mémorable et je vais me souvenir de ça toute ma vie. C'est tellement un honneur de me tenir à vos côtés. Je vais donner tout ce que j'ai pour faire une grande représentation, juste pour vous et pour tous les enfants. Tu es la meilleure, ne t'inquiète pas si ce n'est pas parfait. Tu es magnifique et ce que tu fais pour tous ces gens, c'est incroyable. Personne ne s'attendait à cela, même pas moi. Mes rêves se réalisent. Je suis tellement fière de faire partie de vos rêves. Du cauchemar au rêve, c'est avant tout la mémoire d'un génocide qui se retrouve transmis à une nouvelle génération de la plus émouvante des façons. Donc le témoin qui est bel et bien passé. Alors on entendait dans ce reportage que l'art parfois transcende le temps, transcende également l'espace. Et bien l'espace, c'est tout le thème de la chronique de Johan ce matin. Rebonjour Johan, et vous nous emmenez pour ça faire un tour en Asie avec une tendance forte dans cette région, l'optimisation de l'espace justement. Exactement, alors pour pallier aux problèmes d'espace, à la densité de la population dans certains pays d'Asie, on voit des initiatives apparaître à droite à gauche, très créatives, pour remédier. Alors, pour situer le contexte, je vais vous donner quelques chiffres qui sont plutôt étonnants. À Mumbai, par exemple, les Indiens disposent chacun d'1,1 mètre d'espace public en plein air, soit 26 fois moins que les New-Yorkais, juste pour vous rendre compte du manque d'espace exactement. Ou encore, on part à Pékin cette fois, qui a absorbé près de 210 millions de nouveaux immigrés
l'année dernière. 210 millions, c'est donc 25 fois la population d'Israël, ou encore 3 fois la population française, juste pour se rendre compte. Et toujours à Pékin, le mètre carré en location commerciale sur Finance Street est 30% plus cher que sur la 5e avenue de New York. Voilà, juste pour vous rendre compte de ces problèmes d'espace. Alors, les problèmes d'espace du plateau ont été réglés depuis ce matin avec la nouvelle coupe de cheveux de Rudy, que nous remercions fortement. Mais voilà, quelques repères pour annoncer cette tendance. Voilà, comment réutiliser l'espace. Du coup, ça fait appel, on a plein d'inventivité de créateurs qui vont de leurs idées, de leur imagination pour essayer d'optimiser cet espace et de l'optimiser. Ouais, alors tout à fait. Premier exemple, on voit la première machine à laver murale, une machine à laver 6 fois inférieure, une taille 6 fois inférieure à celle d'une machine à laver classique. Et il n'y a pas que la taille qui soit optimisée, puisque cette machine consomme à peu près 80% d'eau en moins. Elle est disponible sur le marché sud-coréen et commercialisée par Daewoo Electronics, même fabricant, qui propose également le plus petit combi réfrigérateur congélateur du monde, avec une taille 60% inférieure à celle d'un réfrigérateur classique. Et puis bien évidemment, quand on parle de problèmes de place dans les appartements, on pense immédiatement à... Non, Ikea. Oh, on va pas dire. Voilà, alors le géant suédois a bien compris le problème et propose des campagnes de communication en totale adéquation avec le problème. Je vous laisse regarder. Make your home feel bigger, better with over 300 pages of solutions. The 2014 IKEA catalogue, out now. Voilà, donc ce film a été diffusé à Singapour et en Malaisie fin 2013. Plutôt drôle de voir la créativité appliquée à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'IKEA permet des solutions d'optimisation. Il faut c'est tout le but de la marque. S'en servir. Et dimanche, à essayer de monter un meuble aussi. À essayer de comprendre la l'utilisation du temps, ils n'ont pas compris encore. C'est ça. Si, ils proposent de monter pour vous. D'accord. Moyennant une certaine somme. Si, ils proposent pour les nuls, on va dire, le manuel d'IKEA pour les nuls. Vous nous dites régulièrement, Johan, ça revient lors de vos chroniques, que quand une tendance est forte, eh bien, les artistes s'en emparent. Est-ce qu'à ce sujet-là aussi, on peut en parler? Alors exactement, les artistes s'emparent de la tendance. Ça se passe à Tokyo. Le studio de design s'appelle Yoi et nous propose des chaises en 2 dimensions. 2 dimensions. Alors 2 dimensions, en fait, ce sont des panneaux d'aluminium et de bois recouverts de tissu, des panneaux trompe-l'œil, donc avec des chaises et des fauteuils, mais dans lesquels il est réellement possible de s'asseoir. Voilà, regardez comment cette jeune femme s'assoit sur une planche, en fait, tout simplement encastrée dans la première, une planche perpendiculaire sur laquelle on peut s'asseoir, qui vient s'encastrer dans la deuxième. Et on replie une fois qu'on n'en a plus besoin? On replie pas, ça prend juste l'espace d'une planche avec une toute petite assise en relief. En fait. C'est une sorte de strapontin, ça prend beaucoup moins de place que le fauteuil ou le canapé qui est dessiné, donc ça permet de décorer sa maison et d'avoir des fauteuils et des canapés sans prendre trop de place. Est-ce que le kiné est livré avec? Non, le kiné n'est pas livré avec. Ça doit pas être très confortable. Non, c'est pas confortable, c'est juste pour l'esthétique et pour l'optimisation de l'espace. Mais alors toujours dans la catégorie produits insolites, voici la première voiture pliante pour économiser de la place, notamment lors du stationnement. Je vous laisse regarder cette petite démo qu'on devrait voir apparaître sur l'écran. Il faut savoir que cette voiture n'occupe plus que 1/3 de la place d'une voiture traditionnelle, une fois garée. Voilà, donc le futur, c'est maintenant, avec cette voiture qui a été présentée l'été dernier. C'est plutôt drôle, non? Et voilà, c'est pas seulement optimisation de l'espace dans les appartements, mais aussi dans la rue. Exactement, ça se contrôle à partir de son smartphone. On déplie, on replie, voilà, c'est un peu les nouvelles toits ouvrants, les nouveaux toits ouvrants. Et voilà, on pourra donc cette voiture, elle est disponible. Elle n'est pas encore disponible. Pour l'instant, c'est juste le concept. Par contre, ce qui sera disponible très prochainement, je vous envoie cette fois à Jakarta, où bien évidemment, il est impossible de parler d'optimisation de l'espace sans parler d'architecture. Le concept est de la construction d'une ville verticale, un complexe de 400 mètres de hauteur où on trouve absolument tout ce qu'on peut trouver dans une ville classique, mais tout en hauteur. Des logements, des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des bureaux, des espaces de jeux, cinéma, piscine, voilà tout ce qu'on veut. La construction a commencé en 2013, termine en 2019. C'est très futuriste, encore une fois. Vivre en hauteur, pourquoi pas. Donc tout ça, c'est cette ville dont la construction a commencé. La construction a commencé l'année dernière, finie en 2019. Vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin.
enfin tout ce qu'on retrouve dans une ville classique. Il y a des espaces verts prévus, il y a des espaces verts, il y a des espaces extérieurs, des espaces de jeux, des piscines, des terrains de sport exactement en plein air, des mosquées, à la verticale, des cinémas, voilà, et parking, surtout des hôtel. ascenseurs. Beaucoup d'ascenseurs. Ça si on fonctionne l'espère, ne tombe pas en panne. Voilà, ça fonctionne en fait par des escalators. Des escaliers électroniques. Et ça donne un peu le tournis quand on a besoin de verdure et de grands. Ouais, c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de voir l'espace. Merci beaucoup, en tout cas, Johan, de nous avoir présenté toutes ces nouveautés pour gagner de l'espace. La prochaine fois, vous viendrez nous dire comment on gagne du temps aussi. Ça nous servira. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à ceux qui ont préparé cette émission et ceux qui l'ont réalisée. C'est la fin donc de votre morning. À suivre dans quelques instants sur i24 News, un tout nouveau journal. Restez avec nous. Excellente journée.